Pierrick de Lupra et son collègue assistant vétérinaire de la province des îles Loyauté entament une journée marathon. Ils préparent une campagne d'insémination artificielle bovine sur marée chez 10 éleveurs répartis sur toute l'île. Et pour cela, plusieurs étapes préalables sont nécessaires. L'opération ce matin, c'est de contrôler que les femelles soient bien aptes à la reproduction, donc non gestantes, et qu'elles aient un appareil génital en bon fonctionnement et en bonne santé. Et puis après, on pose un implant vaginal pour synchroniser les chaleurs, pour que toutes les femelles qu'on va voir aujourd'hui tombent en chaleur vendredi dans 10 jours, pour pouvoir les inséminer tout en même temps. L'insémination artificielle devient indispensable sur les îles Loyauté, car l'importation de bovins vivants est interdite. En effet, le bétail des Loyautés est indemne de la tique du bétail. L'insémination permet donc l'accroissement des cheptels en évitant la consanguinité. Pour ces préparatifs, la participation de l'assistant et des éleveurs est incontournable, notamment pour contenir les vaches. Juste donner papaye. Et puis le caresser comme ça il ne soit pas trop agité. Parce que s'il y a trop de monde, il s'ajoute. La convention entre la province des îles Loyauté et l'UPRA, qui permet aux éleveurs de bénéficier de ces campagnes pour un prix de 6 000 francs au lieu de 18 000 francs par tête, existe depuis plus de 15 ans. Pa Albert était déjà bénéficiaire en 2023 et il a tout de suite constaté les résultats. C'est-à-dire que la vache il reste toujours petit, il s'améliore en développement au niveau de chair. Je vois qu'il y a une amélioration au niveau génétique. À la tribu de Wakwao, Georges a aussi saisi l'opportunité. Malgré la présence d'un taureau, sa vache, déjà adulte, n'a toujours pas eu de veau. Par exemple, ce bétail-là, d'enfants depuis 5 ans ou 6 ans comme ça, par là. Moi j'ai envie d'avoir des petits bétails pour faire... mon projet c'est faire un élevage de bétail. Charles il revient, il faut la remettre dans le parc, il fait 2 pipupes. Okay. D'accord. Okay. Toi, ton étape, c'est mercredi 8 octobre, tôt le matin. Avant 8 h, tu retires les implants. Dans une dizaine de jours, l'équipe reviendra auprès des éleveurs finaliser les opérations d'insémination artificielle. Puisqu'il y a une reconnaissance internationale avec l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, qui a décidé de classer cette population en danger sur sa liste. Là encore, une évaluation qui est potentiellement optimiste, puisque l'ensemble des informations dont on dispose nous suggère que potentiellement, ce n'est pas du en danger qu'il faudrait, mais du en danger critique d'extinction, ce qui veut dire un risque que cette population, elle s'effondre, elle disparaisse à court terme. Classé en danger critique d'extinction depuis 2022 au pays, le dugong doit être protégé. C'est l'objet de la conférence de presse d'aujourd'hui organisée par l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité. À cette occasion, une grande campagne de communication et de sensibilisation a été lancée. Car si la Nouvelle-Calédonie abrite l'une des dernières et plus grosses populations de dugong, elle ne compte plus que quelques centaines d'individus. Une situation d'urgence qui doit alerter tout le monde. On a pu voir il y a quelques semaines, on a eu un cas vraiment concret en fait d'un dugong qui a été braconné. Quand il y a quelque chose qui se passe, on a besoin du public, il faut appeler le 16, il faut que nous, derrière, on puisse arriver le plus rapidement possible sur le terrain pour essayer de sauver l'animal ou alors, si c'est trop tard, de pouvoir faire déterminer la cause de la mort. Depuis 2010, un plan d'action dugong a été mis en place à l'initiative des provinces et repris en 2017 par l'Agence néo-calédonienne de la biodiversité afin de poursuivre les efforts. On a commencé une tournée des aires coutumières la semaine dernière. Alors on a commencé par le nord, par l'aire Haute-Mawap où on a été particulièrement bien reçus pour présenter toutes ces informations, les outils, pour leur demander de s'impliquer auprès de nous. Et c'est maintenant ou jamais. Il nous reste quelques années pour réagir, pas plus. Sinon, on pourra dire à nos enfants qu'on a vu le dugong disparaître. Et je pense que ça ne sera pas une fierté pour nous, quoi. La population de dugong a chuté de 80% en 20 ans, l'homme étant responsable de sa disparition dans un cas sur 3, principalement à cause du braconnage. Le mammifère, dont le cycle de reproduction se fait tous les 5 à 7 ans, joue pourtant un rôle essentiel dans notre écosystème, puisqu'il contribue à maintenir l'équilibre des fonds marins. Le prochain recensement de la population de dugong est prévu l'année prochaine.
Pour leur première participation à la Coupe du Monde U20, les Cagous ont vécu une entame particulièrement difficile face aux États-Unis. Les jeunes Calédoniens se sont lourdement inclinés 9-1 face à une formation américaine largement dominante. Malgré ce revers, Antoine Seaman est parvenu à inscrire le tout premier but calédonien dans un mondial U20, un geste symbolique qui sauve l'honneur et restera comme une étape marquante dans l'histoire du football local. Prochain rendez-vous, tout aussi redoutable, l'Afrique du Sud, championne d'Afrique U20 2025, une rencontre qui s'annonce comme un nouveau défi majeur pour les Cagous. Coup d'envoi ce jeudi à 10h, heure locale. En 2022, 38% des personnes sont en situation d'obésité. La Nouvelle-Calédonie est bien au-dessus de la moyenne mondiale. Près de 4 adultes sur 10 sont obèses au pays. Et chez les jeunes, de 15 à 25 ans, la situation devient préoccupante. La Chambre territoriale des comptes alerte dans son dernier rapport, il faut agir vite. Je pense que c'est un sujet de santé publique important pour la Nouvelle-Calédonie, qu'il faut traiter par les mesures appropriées, afin de revenir, de faire baisser ce taux de prévalence qui n'a pas de raison fondamentale d'être plus élevé qu'ailleurs. Voilà, comme je le disais, si on faisait baisser ce taux de prévalence de l'obésité au taux hexagonal de 15% dans la population adulte, l'économie potentielle dégagée serait de l'ordre de 1,9 milliard par an. L'obésité entraîne avec elle du diabète ou encore des maladies cardiovasculaires, de quoi engendrer de fortes dépenses pour le système de santé calédonien, plus de 3 milliards de francs par an et jusqu'à 35 milliards en intégrant les coûts indirects selon le rapport. Pour renforcer la lutte, la Chambre préconise un renforcement des politiques publiques. Le taux de sucre dans certains produits dans l'Hexagone est ici, et certains sont effectivement plus sucrés ici que dans l'Hexagone, ce qui paraît étrange. Donc une réglementation a été mise en place pour d'autres territoires d'outre-mer. On pense que le gouvernement ferait bien de faire quelque chose de similaire ici sur le territoire calédonien. Pareillement, la vente de produits sucrés ou trop gras dans les écoles ou les lieux scolaires pourrait être mieux encadrée, voire interdite. Il ne faut pas qu'il y ait de distributeurs de produits gras et sucrés au sein même des établissements scolaires ou à proximité immédiate. Voilà, ce sont des mesures comme ça que le gouvernement pourrait encore réfléchir et éventuellement mettre en place. Alimentation déséquilibrée, manque de pratiques sportives, exposition croissante aux écrans, le rapport pointe des causes multiples. Pour lutter efficacement contre ce fléau, la CTC formule 6 recommandations comme améliorer l'accès aux fruits et légumes, encadrer le sucre, développer le sport ou encore mieux collecter les données de santé pour évaluer les politiques publiques. Donc il faudrait refaire de façon plus périodique des enquêtes par tranche d'âge pour bien cibler l'obésité et son évolution, l'évolution de sa prévalence sur chacune des tranches d'âge, et puis avoir une réelle évaluation des politiques publiques mises en place, parce que d'autres politiques publiques sont tout de même mises en place par les provinces, par exemple, qui mettent en place des programmes d'éducation dans les écoles, qui ont des associations. Il y a le programme Mange mieux, bouge plus de la province sud qui est assez connu, mais la province nord et la province des îles ont aussi leur propre programme en la matière. Donc on n'arrive pas cependant à avoir une vision globale et surtout un rapport d'évaluation des résultats réels de ces programmes. Et ça manque. Reste à savoir si les recommandations de la Chambre territoriale des comptes seront suivies par les pouvoirs publics en place face à une urgence de santé publique. Nous sommes à Thio. Il est 4h43 du matin. Erika est levée depuis 10 minutes. Là, je vais prendre mon thé. Ensuite, et comme je suis quelqu'un, j'ai besoin de temps pour me lever aussi. Et puis, il s'agit de prendre 2 heures de route. C'est un peu comme un sportif. Donc, il faut que le corps soit bien réveillé. Donc, je me lève tôt pour prendre le temps de prendre mon café, pour que tous mes sens soient bien réveillés. 2h30 de route, c'est le trajet qu'elle devra faire pour rejoindre son lieu de travail à Kanala. Depuis plusieurs mois, Erika et son compagnon sont contraints de traverser les communes de Bouloupari et de Lafoi pour se rendre à Kanala, ce qui équivaut à 270 km aller-retour chaque jour.
Auparavant, le couple mettait 1 heure pour aller jusqu'à Kanala en empruntant la route à horaire. Cependant, le 12 février, un important éboulement s'est produit sur cette route, la RP10, au niveau du versant sud du col de Petchekara. 2 grosses pierres ont été déplacées et obstruent actuellement cette portion de route. Une infortune pour Erika et son compagnon qui avaient décidé en janvier de rentrer s'installer dans leur maison à Thio, après avoir loué pendant 13 ans à Kanala. C'est vrai qu'on s'est posé la question, est-ce qu'il faut retourner à Kanala, mais les enfants ne sont pas OK pour bouger. Donc on dit bon, on va s'organiser, on va voir notre employeur pour faire au mieux, quoi. Pour l'organisation avec leurs enfants, le couple peut compter sur le soutien familial. Concernant leurs emplois, des dispositions ont été prises pour aménager leurs horaires. C'est épuisant parce que ça demande d'avoir toujours un temps d'avance. Et il y a des jours, moi je pense qu'on est comme tout le monde, il y a des jours on est 100%, il y a des jours c'est 90%, il y a des jours c'est... Et quand c'est des journées où c'est pas le top et qu'il y a des petits détails encore d'organisation et tout, c'est sûr qu'on se pose la question, mais ok, on se dit vivement que la route elle serait de nouveau praticable, et puis après on se pose, on se dit est-ce qu'à un moment il ne faudra pas changer aussi, changer de métier ou changer autre chose, ou se rapprocher plus d'ici. Si pour Erika et son compagnon, ce fonctionnement représente une charge physique et mentale, Wachone, quant à lui, originaire de Kanala et travaillant à Thio, a fait le choix de se rendre moins souvent chez lui. Je pars d'ici à la fois, il faut que je paye le bus. De la fois à Kanala, le bus encore. Donc un aller-retour, ça me revient à peu près à 3 000, 4 000 francs pour un week-end, un aller-retour. Alors que si la route elle était ouverte, c'est un gain de temps et puis on économise au niveau budget, quoi. Ce que je souhaite, c'est que la route elle soit réouverte. Comme ça permet à nous déjà, les travailleurs, que ce soit du Thio ou de Kanala, de nous rendre chez nous. Et aussi les échanges entre les 2 communes. Ça peut être des échanges coutumiers. En travaux depuis plusieurs années, la route à horaire devait être transformée en route bidirectionnelle et le chantier aurait dû prendre fin en juillet 2024. Seulement les événements de l'an dernier ont interrompu le chantier. Se sont suivis les intempéries qui ont dégradé la route. La province sud a alors émis un arrêté en mai de cette année pour y interdire la circulation, devenue trop dangereuse pour les automobilistes. Comme il y a eu beaucoup d'intempéries, on a eu beaucoup de dégâts et donc là actuellement la province elle est en train d'estimer l'ensemble des coûts de réhabilitation de cette route. Les talus, ça demande des moyens conséquents. Donc là pour l'instant on n'a pas de chiffrage encore sur cette partie-là. Certainement qu'il y aura besoin de lancer un appel d'offres pour réaliser ces travaux. Mais à l'heure actuelle je ne peux pas indiquer de coût, mais on estime entre 50 et 100 millions les travaux qui seraient réalisés pour pouvoir rétablir les talus avant qu'on puisse finir la chaussée pour faire un revêtement pour pouvoir remettre en circulation la route et donc d'enlever le caillou aussi qui obstrue la chaussée. Pour l'instant, je ne peux pas m'avancer sur une date de réouverture de cet axe dès qu'on aura les coûts et que derrière on pourra avoir un planning et aussi les finances pour pouvoir le réaliser aussi. Encore une fois, il faut qu'on puisse pouvoir l'inscrire dans un budget de la province. La province sud est consciente de la gêne occasionnée pour les usagers de la RP10. Erika comme Wachone devront encore prendre leur mal en patience.